Et me voilà ici en Bulgarie, dans les Balkans, le sud-est de l'Europe. Pourquoi je suis venu ici? Dans quelles circonstances? Pourtant, j'étais très très bien installé à Montréal, au Canada. J'avais une très belle maison, des collections d'objets ethnographiques que j'avais ramassés à gauche et à droite, beaucoup d'amis, 2 enfants, et l'âge, un certain âge arrivé, j'ai tout liquidé et je suis rentré dans mon pays natal, la Bulgarie. Pays très pauvre, sympathique, mais passablement arriéré, ethnocentrique. À l'époque, moi, je suis arrivé ici juste après le communisme, la chute du communisme. Encore, il n'y avait pas la nouvelle prospérité établie par le marché commun que la Bulgarie a rejoint avec le temps. Pourquoi je suis venu? D'abord, il y avait la nostalgie. La nostalgie de mes origines. Au Québec, il y avait le froid. Pas seulement le froid physique, là, les tempêtes de neige, qui étaient vraiment remarquables, mais un peu le froid psychologique. Les gens se tiennent un petit peu à l'écart, ne sont pas paroliers comme au bord de la Méditerranée. C'est le monde occidental, le Québec. C'est l'Occident qui est différent de l'Orient. Moi, j'étais né en Orient, j'ai grandi en Orient, et je cherchais un peu l'Orient vers la fin de ma vie. Je savais que si je restais au Québec, n'importe où en Amérique du Nord d'ailleurs, ce qui m'attendait, c'était la maison de retraite. J'ai une sœur qui est de 5 années plus âgée que moi, à Montréal, et elle est évidemment dans une maison de retraite. C'est inévitable. L'organisation sociale de l'Amérique du Nord l'exige. On ne peut pas transiger, on ne peut pas jouer avec la destinée du vieux, elle est là. Elle est dans la maison de retraite. Alors, dans ce contexte, le communisme s'affaisse, une nouvelle liberté démocratique pointe à l'horizon. Je viens en Bulgarie voir comment ça se passe. Je découvre Katie, ma femme, et la nouvelle démocratie. Ça va ensemble. Et je me rends compte qu'on peut vivre. C'est pas facile, il faut pas chercher l'Occident ici.
Il ne faut pas chercher la haute culture. Il faut se faire modeste, vivre modestement, mais on peut vivre. On peut vivre. Il y a des choses intéressantes qui se font et qui se passent, mais il faut les chercher. Il faut les chercher. Les gens ont continué avec leur sociabilité d'antan. Ils se parlent entre eux. Les gens se parlent. C'est pas comme au Canada. C'est pas surtout pas comme dans une ville comme Toronto. Ici, les gens se parlent, ils se chamaillent, ils sont très vivants. Très vivants, ils se querellent. Alors, je découvre aussi qu'on ne paye pas d'impôts et que, en fin de compte, moi, je pouvais déménager ici. Il y avait le problème médical. J'avais entendu des choses épouvantables sur la médecine en Bulgarie. D'autres personnes m'ont dit, ça va, ça va. Et moi, à l'époque, j'étais assez vigoureux, malgré le fait que j'avais souffert dans le Nord, dans l'Arctique, d'un coup de traîne à chien sur mon dos. Et il y avait des disques déplacés, et des vertèbres cassées, etc., etc. Bref, on m'avait dit que la colonne vertébrale, elle est finie. Fini. Très usagée, on m'avait dit. C'est l'expression utilisée par les médecins. Très usagée. Alors, je suis allé d'ailleurs une fois à Montréal pour me faire opérer. J'avais pas l'assurance médicale et je me suis pas fait opérer là-bas. Ici, je n'osais pas en Bulgarie me faire opérer. La colonne vertébrale est très difficile à opérer. On m'a dit, attention, vous pouvez encore vous déplacer d'une chambre à l'autre, mais après une opération, que peut-être vous serez complètement paralysé. Alors, malgré tous ces problèmes, je décide de déménager ici. Je déménage, on commence une vie commune avec Katie. Elle écrit des choses sur la Renaissance politique de la Bulgarie au XIXe siècle. Moi, je lis de la littérature bulgare, russe. Il n'y a pas de livres ici. Il n'y a pas de librairie avec des livres européens ou canadiens ou américains. Ça, j'ai trouvé ça très dur. Très, très dur. Mais je peux commander. On pouvait commander déjà et faire venir les livres. Je suis venu m'installer ici, je me dis, on pourrait faire quelque chose comme une petite recherche ou peut-être quelques petits voyages de reconnaissance. Dans le sud de la Bulgarie, dans les montagnes Rhodope, habite une population de à peu près 200 000 personnes qu'on appelle Pomak. C'est-à-dire ils sont musulmans, islamisés au XVIIe siècle surtout, par les Turcs envahisseurs, mais qui parlent bulgare. C'est des musulmans
très fidèle à l'islam, mais qui parle bulgare. Alors que les Turcs qui habitent de Bulgarie, il y en a un demi-million, ils parlent le turc. Les Pomaks parlent bulgare. Ils se disent turcs, malgré le fait qu'ils ne connaissent pas un très très bon de turc, ils se disent turcs dans toute leur conversation. Alors, je me suis dit, j'irai faire un petit tour. Et ils se sont révélés très sympathiques, confus, aussi attaqués par la modernité, des vieux encore de la vieille époque qui pensaient toujours à l'Empire ottoman, parce que sous l'Empire, ils étaient les maîtres. Qui pensaient toujours donc à l'Empire ottoman. Ils ne pouvaient pas comprendre comment, depuis Vienne, les armées ottomanes ont reculé jusqu'au Balkan, ici. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient que c'était l'armée la plus forte à l'époque. Ce qui était vrai, d'ailleurs. Et voilà, j'ai passé quelques semaines chez eux. Ils venaient ici en visite de temps à autre. Mais rien de sérieux. Je n'avais pas envie de commencer une recherche de terrain, étudier une communauté. J'en ai étudié plusieurs, mais on n'a pas parlé des Kouchines des Indiens. Mais là, il n'y a pas de film. Je n'avais pas envie, tout simplement. J'aurais pu faire une étude plus générale, plus ouverte sur la modernité. Mais j'ai fait des films, on a fait des films sur les Pomaks, autour des Pomaks. Un film s'est révélé très intéressant pour moi, mais qui a été rejeté par les Pomaks. Après avoir fait 2 ou 3 films ici, je me suis dit à quel point les Pomaks sont confus, je dirais pas, mais ils sont confus dans leur orientation idéologique. Ils se disent turcs, purs, ottomans, sans parler un mot de turc. Leurs enfants vont à l'école bulgare, qui est forcément nationaliste. Eux, ils vont à la mosquée, alors que les enfants à l'école bulgare, ils chantent des chansons bulgares contre les Turcs. C'est un méli-mélo complet. Alors, je me suis dit, faisons un film sur la confusion idéologique. Ils apprennent des langues étrangères, le français, l'anglais. Le gouvernement leur a organisé des cours de turc. Si vous voulez être turc, soyez turc, apprenez le turc. Ils ne sont pas allés au cours, ils ont abandonné. Ils ont préféré le français et l'anglais. Eux aussi, ils suivent la tendance.
On se demande si le jour viendra quand ils vont changer de religion, on ne sait jamais. Là, ils ont commencé à travailler en Europe occidentale comme ouvriers et ramasseurs de fruits, légumes dans les champs. En Allemagne, ils travaillent dans les usines de boucherie. Un garçon, là, il était parti en Allemagne pour travailler sur la boucherie des dindons. Grosse usine. Il n'est pas resté là. Pourquoi, je lui demande? Tu gagnais bien pourtant, oui. Mais l'Allemagne, elle est faite pour les Allemands, pas pour les Pomacs, qui dit. Alors, elle est faite pour les Allemands, l'Allemagne, de certains. Alors, on a fait, en fin de compte, ce film sur la confusion idéologique. On a fait un film pour les Nations Unies. Ils avaient un programme ici à Sofia sur les vieux, les petits vieux. Ils m'ont demandé de faire un film sur les vieux. Alors on a choisi un vieux ici dans le quartier. On a fait un film qui a beaucoup circulé. Et j'ai appris plus tard à les circuler en Turquie, en Iran. Ils ont fait des copies, ils circulent. Parce que il y a des sections sur encore la nostalgie du communisme. Les vieux, ils regardent en arrière. Hein. Ils se rappellent comment c'était et ils comparent avec maintenant. Maintenant, ils disent il y a tout dans les magasins, certains, mais on n'a pas d'argent d'acheter quoi que ce soit, alors ça revient au même. Ça revient au même, ils disent. Ça revient au même. Alors, on a eu beaucoup de plaisir à filmer le vieux Eftim, il s'appelait. Il habitait un peu plus loin ici. Un distributeur de lettres travaillait pour la Poste avant le film, Postillon. Et tout le monde le connaissait. Bonjour, bonjour, bonjour. Partout, il était connu où il allait. On l'a filmé partout. Il est décédé maintenant. Mais on sentait que le communisme était là jusqu'à hier soir. Dans le film, ça se sentait. Le Parti socialiste, ils avaient organisé un congrès, une rencontre dans une salle de cinéma avec la photo de Lénine grosse comme ça devant. Donc, ils y tenaient. C'était encore. On a fait donc le vieux, on a fait la confusion. Ah, on a fait pour la télévision allemande, on a fait un film sur les femmes Pomacs. La télévision allemande avait cherché depuis des années sous le régime communiste de faire un film sur les Pomacs. Ils n'ont jamais réussi, ils n'ont jamais reçu de permission de faire. Ils voulaient aller, parce qu'il y a des Pomacs aussi en Grèce, le long de la frontière bulgare. Et ils voulaient aller en Grèce, là aussi, ils n'ont pas obtenu de permis de tourner. Alors, ils ont su que j'étais dans les parages et ils m'ont demandé de faire quelque chose sur
sur les Pomacs, pour la télévision allemande. Sur les femmes surtout qui les intéressaient. On a fait 2 films, je crois, un film sur les femmes, un film sur un petit vieux, un ami à moi. On avait un très bon opérateur, caméraman, un Polonais, qui après est rentré chez lui en Pologne, malgré le fait qu'il avait passé toute sa vie ici en Bulgarie. Et il est rentré en Pologne. Je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a fait. J'ai montré des films à l'université nouvelle, à l'université ancienne aussi. Quelques petites animations de ce genre-là. Mais le film sur la confusion, les Pomacs le détestent. Ils le détestent. Parce qu'il se voit vraiment d'un portrait, un miroir qui reflète. Les Gypsy Des... Gypsy Portrait. Les... Gypsy Portrait. Ah, Gypsy Portrait. Gypsy Portrait, on a oublié ça. On a oublié. Gypsy Portrait, qui avait commencé? C'est une agence des Nations Unies. Non, c'était les Hollandais, c'était financé par un programme qui venait de l'ambassade de Pays-Bas. Ah oui, c'est l'ambassade des Pays-Bas. Tu as fait le séminaire pour les gens gitans. Pour les... Pour les Ils ont Gitans. fait ces films, tu te rappelles? Oui, je me rappelle maintenant. Mais le séminaire, on l'a fait pour qui? Qui étaient les études? Pour les gypsies. Pour les Gypsy, oui. Pour les gypsies, oui. Pour les gypsies, pour les tziganes, on a fait un séminaire patronné par l'ambassade hollandaise ici à Sofia. Il y avait, je crois, un deuxième patron, mais j'ai oublié. Ça, c'était dur. Ça, c'était dur. On a le film. C'est un film qui a pas mal circulé, surtout en France, dans le festival de Douarnenez. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Et aussi, après ça, ailleurs, ils ont fait des copies. Et ça a circulé. On a organisé un séminaire chez les gypsies, comme chez les Sibériens, caméra en main, aller et filmer. Et puis on regarde et on critique. Et eux, ils ont compris, ils ont suivi le message initial. Et puis, ils ont montré des choses effroyables. La pauvreté sans fond, sans fin. C'est très dur, c'est très dur. C'est eux-mêmes qui ont filmé et monté. Il a été très apprécié en France, ce film. Très. Ils ont beaucoup cherché un film du vrai sur les tziganes, et ils n'avaient pas trouvé, je ne sais pas par quel hasard ils ont découvert l'existence de ce matériel-là. Ils ont sauté dessus. À Douarnenez, ça a commencé, et ça a continué avec d'autres festivals dont je n'étais plus au courant. Vous savez, aujourd'hui, on fait des copies, et puis ça y est. Ça, c'est intéressant. Cette technique de laisser les indigènes se filmer eux-mêmes
Elle est très riche, très prometteuse. Surtout maintenant, quand il a les caméras légères. Moi, j'ai les copiés d'un chercheur en Amérique du Sud. J'ai oublié comment il s'appelait, évidemment. Terence Turner. Qui? Terence Turner. Non. Non. Turner, je le connais très bien. Il avait distribué aussi des caméras. Il avait fait ça? Ouais. Non, c'est quelqu'un d'autre. Il a distribué... Vous savez, Terence Turner, je le connais très bien. Qu'est-ce qu'il fait? Il est décédé cette année. Il est décédé. Beaucoup de gens... Non, vous me réallez bien. Beaucoup de gens qui sont partis. Terence Turner, il avait beaucoup travaillé chez Kayapo. Non, c'était pas Terence Turner, c'était un autre qui avait distribué des caméras. Et il avait fait du travail très intéressant, peut-être mal connu. Mais moi, comme je m'occupais de l'association de films ethnographiques à l'époque, j'étais au courant. On me tenait au courant. Alors c'est de lui, de ce garçon-là, que j'ai pris la technique. Organiser des séminaires sur place et distribuer les caméras et allons-y. Et j'ai trouvé ça très, très honnête. Très honnête et très productif. Bon résultat. Ça durait 2 semaines, 3 semaines. Quoi? Ce format-là de... Le séminaire, le séminaire. l'atelier lui-même, maximum 2 semaines. Et après ça, montage, quoi qu'il montait tout le temps, il filmait, il montait, il s'amusait. J'ai oublié, j'oublie les... Pas 2 semaines, 2 mois. Comment? 2 mois. 2 mois. 2 mois. 2 mois. On a travaillé 2 mois là-dessus. On a resté 2 mois chez les Cigans. Ça, je suis au courant. On a travaillé, работать met 2 месяца. On a dit 2 mois, on a travaillé, j'ai oublié. En tous les cas, à Douarnenez, il a été montré 2 fois. Ils n'en ont pas eu assez d'une fois, alors que le film, il est vraiment pas un film professionnel, hein, vraiment pas. Et il est très modeste, le film.